Donc, je me présente, Marie Angelet, je suis conseillère pour les arts plastiques à la DRAC Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, sur le site de Toulouse, et je salue la présence de ma collègue Catherine Dumont, qui est elle-même conseillère pour les arts plastiques, du site de Montpellier, et sans compter la présence de Pierre Houdard, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Je voulais excuser Laurent Roturier, notre directeur régional, de son absence. En revanche, il sera représenté par Anne Matron, notre nouvelle directrice adjointe, qui va arriver incessamment sous peu. Donc Martine vous a expliqué que nous allons présenter cette étude avec Yvan. Malheureusement, on aurait souhaité que ce soit les chargés de mission qui soient là pour le faire. Ils l'auraient fait certainement mieux que nous, mais nous allons essayer d'être synthétiques et vivants. Je voulais donc présenter les intentions qui a animé la DRAC, qui à l'époque était encore un DRAC Midi-Pyrénées, pour mener cette étude que nous avons confiée à Air de Midi, qui est un réseau nouvellement constitué, mais qui est un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour ses compétences et son dynamisme. L'intention de départ, c'était de replacer l'artiste comme étant le premier interlocuteur des centres d'art ou lieux associés, puisque tous les lieux qui ont été soumis à cette enquête ne sont pas des centres d'art conventionnés comme ici au ministère de la Culture, mais qui pour autant ont une véritable action sur l'ensemble du territoire. Cela pour dire que depuis de nombreuses années, les centres d'art mènent aussi une action de développement territorial et d'action auprès des publics qui est tout à fait remarquable, mais pour autant, leur rôle principal et fondateur, disons, c'est le rôle qu'ils peuvent avoir auprès de ces artistes. Et il était question donc de mesurer quel est l'impact de l'action de ces centres d'art dans l'économie des artistes. Donc on va voir que cette enquête révèle des choses intéressantes. Des fois, on aimerait que les choses se passent un petit peu autrement, mais globalement, on peut avoir quand même une satisfaction sur l'action de ces lieux auprès des artistes. Donc cette étude a concerné des données qui ont été recueillies en février 2015, entre février et avril 2015, et elle concerne les données recueillies entre 2012 et 2014. Donc cela concerne des éléments chiffrés de 2012 à 2014. Le protocole s'est appuyé sur 2 échantillons. Alors, un premier échantillon qui concerne donc les fameuses structures d'art contemporain. Il y a une vingtaine, on peut compter, on dénombrait, disons à l'époque, dans cette ancienne région, une vingtaine de structures d'art contemporain et 8 conseils généraux qui sont maintenant des conseils départementaux, parmi lesquels ceux du Gers, du Lot et de l'Aveyron ont été interrogés. Mais finalement, le nombre de questionnaires retournés est au nombre de 17. Donc l'enquête s'appuie sur 17 enquêtes auprès des lieux. Par ailleurs, 68 artistes ont répondu à une autre enquête. Donc ces 68 artistes sont des artistes qui ne sont pas que de la région Midi-Pyrénées, qui sont français ou étrangers, plutôt européens d'ailleurs, mais qui ont eu un contact, alors soit sous forme d'exposition personnelle, collective, résidence, avec les dites 17 structures de la région. Donc pour avancer un petit peu dans cette étude, je vais passer la parole à mon collègue de ce matin, Yvan Poulain, directeur de la cuisine et secrétaire de l'association Air de Midi. Trésorier, les chiffres. Voilà, donc avant de rentrer effectivement dans le cœur du sujet, simplement poser la question de la répartition géographique des structures d'art contemporain dans la région Midi-Pyrénées. Elle est, comme on peut se l'attendre pour tous ceux qui parcourent le réseau, parfois inégale selon les territoires. À lui seul, le département de la Haute-Garonne concentre 41,18% des structures d'art contemporain de l'échantillon. Bon, c'est des pourcentages qui sont... tout ça pour dire qu'il y a effectivement sur ce département 7 structures imposantes, notamment un FRAC qui est lui aussi son importance, et qui donne effectivement un fort déséquilibre de la répartition de l'enveloppe budgétaire dédiée aux artistes et à la création dans la région, notamment dû, comme je
je le disais tout à l'heure, à ces structures qui concentrent à elles seules 75% du budget alloué à la création sur la région Midi-Pyrénées. Donc la Haute-Garonne, elle seule, quoi. On a justement ici un tableau résumant un petit peu ces déséquilibres de la répartition de cette enveloppe budgétaire, encore une fois liée à ce rattachement à la Haute-Garonne. On voit ici la ligne Haute-Garonne, alors avec bien sûr une particularité aussi propre à la Haute-Garonne, avec un montant d'achat et d'acquisition très important lié à l'activité de deux structures dans ce domaine, le FRAC Midi-Pyrénées en premier lieu, mais aussi la Galerie du Château d'Eau qui a aussi une politique d'acquisition qui rentre dans ce volume d'achat qui à lui seul, j'allais dire, se résume géographiquement à ce département de la Haute-Garonne. On retrouve aussi des disparités dans la répartition des moyens financiers entre les différents budgets. Les allocations de résidence et les budgets de production sont souvent plus conséquents que les autres financements, mais on aura l'occasion de le détailler un peu plus quand on va regarder un petit peu plus près comment sont répartis ces budgets dans les structures. Les structures de chaque département fonctionnent indépendamment selon leurs activités. Il n'y a pas un modèle économique de fonctionnement qui se dégage. Et donc là, on est aussi sur une grande disparité à la fois de statut, de structure et de fait aussi d'organisation et de répartition des budgets entre allocation de résidence, honoraires d'exposition, budget de production, budget d'édition. J'allais dire, là, on est aussi dans une forme d'expérimentation de structure à structure. Donc, pour donner maintenant l'échelle de l'investissement sur la région Midi-Pyrénées, les structures d'art contemporain de la région Pyrénées œuvrent au soutien économique des artistes avec différents outils et permettent ainsi de contribuer à près de 3,5 millions d'euros sur ces activités sur 3 ans. C'est entre 2012 et 2014. Répartition qui se fait, on le voit ici dans le tableau, sur des... on va peut-être... Oui, bon, pour préciser, donc, on a calculé que le soutien direct représentait à peu près 56% de cette somme. Ce soutien direct se décompose principalement en résidence, honoraires d'exposition, actions culturelles et autres. Dans les autres, on peut considérer la régie essentiellement, mais aussi la photographie et de temps en temps quelques travaux de graphisme. Et les 44% restants sont des soutiens indirects, soit via la production d'œuvres, soit via l'édition. Voilà, vous avez aussi un tableau des répartitions. Sur l'étude en elle-même, les 17 structures qui composent l'échantillon d'enquête ont représenté 2158 artistes invités en 3 ans, ce qui était un chiffre relativement important qu'il faut malgré tout très légèrement pondérer puisque les 1296 artistes ont été invités au titre d'une exposition collective, parfois ce n'est que l'œuvre qui est là. Par ailleurs, 277 artistes ont bénéficié d'une exposition monographique sur cette période. 120 ont été invités en résidence et 465 artistes sont intervenus pour une action culturelle ou une autre prestation, donc pour, on va dire, des activités annexes, ce qui est là aussi un chiffre relativement important dans cette étude. Et donc de fait, vous avez ici dans le tableau la répartition effectivement de ces interventions d'artistes sur le territoire et dans les 17 structures échantillonnées. La rémunération de cet artiste, de fait, se répartit de la manière suivante. La répartition de l'enveloppe dédiée à la rémunération des artistes est partagée notamment entre des honoraires d'exposition, en tout sur la période 243 483, c'est précis, répartis entre les 1549 artistes sur 3 ans,
et des honoraires liés aux actions culturelles à hauteur de 344 483 pour 159 artistes. Alors, de fait, si on fait une répartition, une moyenne de cela, hein, on trouve que les actions culturelles artistiques sont rémunérées en moyenne à hauteur de 2166 €. Hein, et compte tenu du fort nombre d'artistes sollicités dans les expositions, une moyenne de 157 € pour exposition monographique ou collective dédiée à une rémunération des artistes. Alors là encore, hein, il faut légèrement pondérer ce chiffre qui est très bas, hein, mais voilà, beaucoup d'artistes de fait dans ce cadre-là, notamment parmi les 1200 et quelques artistes invités dans les expositions collectives, ne bénéficient pas ou peu de droits de présentation de leurs œuvres, hein, et donc ce qui fait, j'allais dire, quantitativement baisser cette moyenne à un taux alarmement bas. Oui, voilà. Donc c'est une observation une donnée qui méritait d'être relevée, puisqu'on constate que peu de structures pratiquent automatiquement le droit de monstration. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faudrait à l'avenir essayer de corriger. Et on observe également qu'il y a une très grande différence entre le soutien à la création, qui comprend les expositions et les résidences, et le soutien économique, qui comprend les actions culturelles et autres actions. Je discutais avant de rentrer dans la salle avec une personne qui me faisait remarquer que dans le domaine du spectacle vivant, on peut faire à peu près le même constat, où l'on constate donc que ce n'est pas le cœur de métier qui fait l'économie d'un artiste, mais c'est bien les activités périphériques. Donc l'enquête a par ailleurs pu montrer que les artistes avaient un faible isolement professionnel, hein, puisque ce chiffre est toujours à relativiser, mais quand même 40,30% des artistes déclarent être membres d'une fédération ou d'un réseau professionnel. Ça peut paraître peu, mais voilà, compte tenu effectivement des pratiques professionnelles habituelles, c'est un chiffre plutôt haut et plutôt honorable pour l'activité, hein, et la profession. Par contre, il est certain que la région Midi-Pyrénées bénéficie d'une faible représentation de ces artistes dans le monde des galeries. Pour le dire autrement, 79% des artistes de l'échantillon vivant en Midi-Pyrénées, hein, ne sont pas représentés par des galeries, ce qui est un taux relativement important et très faible en tout cas en creux pour les artistes qui peuvent avoir ce relais professionnel important. Oui, enfin, ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'il y a très peu de galeries à Toulouse. Exactement. Je crois qu'il n'y a que 5 artistes dans l'échantillon de Midi-Pyrénées, hein, qui avaient une galerie pour les soutenir. La question aussi des ateliers, des lieux de stockage, ils sont malgré tout 80% à déclarer ou un lieu de travail, ou un atelier ou un lieu de stockage pour leurs activités. 19% n'en bénéficient pas. Donc voilà, un autre constat sur cette enquête. Sans qu'il soit précisé la qualité de l'atelier d'artiste, hein, parce que des fois c'est le salon, hein, on sait bien. La situation économique des artistes, hein, donc échantillonnée par cette enquête, montre effectivement une forte précarité, hein, de leur situation, qui est d'autant plus surprenant qu'ils bénéficient d'un niveau de diplôme très élevé, hein. Tu veux peut-être dire quelque chose à ce sujet, Marie ? Oui, non, mais effectivement, on constate que la population artistique est une population très diplômée. 15% ont Bac+8, 82% sont titulaires d'un master et 91% ont fait des études d'art. Je pense que ça fera plaisir aux représentants de l'ISDAT qui sont présents dans la salle. Mais pour autant, on se rend compte que les
artistes ont été rémunérés très faiblement, hein, tout revenu artistique confondu. 70% ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur au SMIC, soit en dessous de 17 000 € par an. Et ils sont 24 € à déclarer des revenus en dessous de 6 000 € par an, soit moins que le RSA mensuel. 62% ont complété leur chiffre d'affaires par une autre source de revenus. Les revenus non artistiques apparaissent comme l'une des 3 principales sources de revenus des artistes. Le revenu moyen annuel, tout domaine confondu, est à peu près de 20 700 €, soit 1 700 bruts par mois, qui souligne une situation économique extrêmement précaire pour la majorité des artistes, étant donné que le salaire moyen des Français, selon l'INSEE, est de 2 130 € net par mois. Voilà. Donc, c'est pas très encourageant. Donc, pour terminer un petit peu cette enquête, donc on note globalement une implication économique importante des centres d'art de la région. Hein, les 57 artistes interrogés ont déclaré que 26,75% de leur revenu artistique global provenait de rémunérations perçues en région Midi-Pyrénées. Un pourcentage, comme on le disait tout à l'heure, qui reste à nuancer, puisqu'il en moyenne, représente un revenu relativement faible par artiste, hein, malgré tout. Oui, c'est un quart de revenu, mais c'est un quart qui ne représente pas beaucoup d'argent. Une autre information aussi qu'il faut faire partager par notre Assemblée, c'est qu'il y a un soutien avéré à la jeune création, puisque 57% des artistes accueillis en résidence ont entre 20 et 35 ans, pour une moyenne de résidence de 30 jours. Et on peut soulever aussi que le quart des artistes accueillis en résidence sont des artistes originaires de la région Midi-Pyrénées. Ce qui n'est pas négligeable non plus, puisque bon, on entend de ça et là quelques critiques, toujours les mêmes, ils viennent d'ailleurs, etc. Bon. Voilà. Donc les chiffres sont là pour appuyer quand même une politique véritablement engagée dans le soutien à la jeune création et une attention portée à des artistes qui vivent à proximité. Évidemment, c'était très synthétique, hein, cette enquête. Je pense que le R2 Midi va le mettre en téléchargement sur son site, si vous voulez avoir tous les détails. Et cette enquête est faite aussi pour susciter des commentaires et des débats. Et peut-être en premier lieu, on peut demander à Pierre Oudard si cela soulève en lui quelques réflexions et si par ailleurs il peut nous indiquer quelles ont été les démarches entreprises dans d'autres régions sur des thèmes similaires ou pas d'ailleurs. Il y a même un micro. On va installer une chaise pour Pierre à la table, ce sera plus simple. Ah ben oui. Là, ils attendaient juste. Mais non, bah dis-toi si t'es sorti, c'est bon, elle est chaude. Bonjour. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré de venir ici vous rencontrer et c'est très gentil de dire que vous êtes honoré par ma présence, mais vraiment c'est moi qui suis très heureux d'abord d'être là. Malheureusement, je ne pourrais pas rester cet après-midi alors que j'avais pensé pouvoir le faire. Et pour redire que si on ne vient pas écouter ce que vous avez à dire, vous les artistes, tous ceux qui travaillent avec les artistes, eh bien on passe à côté. Alors on passe à côté du réel, c'est justement ou de la réalité. Et je me rappelais en écoutant ce que vous disiez,
que Bergson nous disait dans une des rares conférences enregistrées, que l'art, eh bien c'était ça, c'est peut-être ce que vous direz cet après-midi, que l'art, c'est ce qui nous permet d'accéder au réel, parce que sans l'art, il n'y a strictement aucune possibilité de le percevoir. Alors, quelle réaction on peut avoir face à cela? D'abord, là encore, merci. Je crois que c'est une initiative formidable de s'intéresser, de regarder sous l'angle de l'économie des artistes une situation artistique. Ça semble simple et pour autant, je pense que c'est très nouveau. Donc, je crois aussi qu'il faut prendre cela comme un travail, un work in progress, comme on ne dirait pas en français, un travail qui est en cours, qui va avoir besoin de tout le monde pour préciser les choses. Et c'est normal parce que c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que cette situation économique de l'art, des arts plastiques, on va les appeler comme ça, elle est très peu décrite. Alors vous savez que depuis 2010, ce qu'on appelait la délégation aux arts plastiques a été rapprochée au sein d'une même direction générale avec tout le spectacle vivant. Et alors, un des bénéfices que l'on voit en travaillant avec nos collègues du spectacle vivant, c'est que le spectacle vivant, alors pour des raisons historiques, le spectacle vivant, le secteur dit subventionné du spectacle vivant, a beaucoup plus travaillé que nous, collectivement, sur les questions économiques. Alors, il l'a fait aussi parce que, grâce, je dirais, au régime de l'intermittence, vous savez que le régime de l'intermittence, c'est un régime, une adaptation du régime des salariés, les intermittents sont des salariés, et que du coup, on est dans un système paritaire avec les organisations syndicales, et que les outils statistiques sont plus faciles à manier. La principale différence avec le secteur des arts plastiques, c'est que les artistes plasticiens sont des artistes auteurs, donc au régime général, mais des indépendants, et que les statistiques disponibles pour les artistes auteurs sont moins fournies, moins précises, et surtout nous disent moins de choses sur l'action publique que pour les compagnies. Par exemple, on sait beaucoup plus de choses sur les compagnies indépendantes dans l'ensemble des régions et au niveau national qu'on ne sait sur l'activité des artistes plasticiens. Alors, donc c'est très bien je crois, de regarder comment ça fonctionne et de voir en fait que, eh bien, les outils dont on dispose pour décrire l'activité économique d'un centre d'art sont assez mal adaptés. Si on regarde les chiffres qui nous sont donnés, on voit des disparités. On se dit, tiens, mais c'est bizarre ces chiffres-là. Est-ce que ce sont vraiment ces chiffres-là? Alors, pas pour se rassurer, parce que malheureusement, s'il y a quelque chose qui est assuré, c'est la précarité de la très grande partie des artistes plasticiens en France. Ça, il n'y a pas de chiffres qui démentent cela, on aimerait bien. Et bien évidemment, face à cette précarité, le commentateur un peu futile oppose le marché de l'art. Alors, le marché de l'art, dans ce qu'il a de plus visible dans les grands médias, c'est-à-dire la part, somme toute, importante mais peu significative, la bulle spéculative autour de quelques noms que je ne citerai pas, mais qui ne rend ces chiffres du marché de l'art international spéculatif ne rendent
pas compte de l'activité économique des artistes sur le territoire. Ça n'a strictement rien à voir. Alors là, premier hiatus, je dirais, parce que l'économie de marché dans le spectacle vivant, ça existe aussi. Et à une compagnie indépendante qui travaille dans le Gers, on ne va pas lui dire « Ah mais tu sais, quand même, est-ce que vous, compagnie, vous avez besoin d'être accompagné économiquement puisqu'il y a Disneyland ?» Non, Disneyland... C'est Disneyland, il y a du spectacle, il y a Blanche-Neige et les 7 nains, et puis il y a les compagnies qui font un travail de création. Tout ça, là aussi, ça ne viendrait à personne. Vous voyez, c'est ridicule d'ailleurs de lire les choses comme ça. Ça ne viendrait à personne. L'idée ne viendrait à personne de mélanger l'économie d'une compagnie, enfin de comparer ou d'opposer l'économie d'une compagnie des arts de la rue même au niveau national, et l'économie d'un grand groupe de divertissement qui organise des spectacles. J'aurais pu dire aussi Holiday on Ice ou n'importe quoi d'autre. Bon. Donc, on a besoin d'outils économiques, on a besoin de changer le logiciel qui décrit l'activité. C'est pour ça que je pense que l'initiative d'économie solidaire de l'art, du groupe Économie solidaire de l'art qu'on a rencontré, est une initiative très intéressante. Se dire que parler d'économie, ce n'est pas parler du marché. Que même le marché, c'est un produit second, un produit dérivé de l'économie. Il n'y a pas de marché sans économie. Et que l'économie... L'immense partie, le plus grand nombre d'artistes ont bien nécessairement une économie. S'ils n'avaient pas d'économie, ils ne pourraient pas vivre, mais que cette économie n'est pas une économie nécessairement de marché. Et là, on le voit bien aussi ici, puisque sur les artistes qui sont présentés, qui vivent et travaillent dans la région, eh bien, peu ont une économie identifiée comme étant une économie de marché parce qu'ils n'ont pas de galerie. Alors, il faut changer le logiciel, regarder comment on décrit mieux les activités des artistes et leurs sources de revenus, pour sortir en fait d'une vision très 19e, post-romantique de l'artiste qui vivrait uniquement en vendant des œuvres, sans se soucier de la façon dont il les produit, puisqu'il suffit d'un pinceau et d'un pot de peinture, ou d'un burin et d'un morceau de pierre. Mais non, la production des artistes aujourd'hui, elle est très diverse, et selon les pratiques, elle peut demander des coûts de production qui n'ont parfois rien à envier à ceux d'un spectacle. Alors, l'économie de la production change, et face à cette économie de la production qui change, l'économie de la diffusion, elle a du mal à bouger. Alors, on voit dans les pratiques professionnelles, les droits d'exposition qui sont pourtant inscrits dans le Code de la propriété intellectuelle ne sont pas appliquées. Alors, ils ne sont pas appliqués non plus. Ces dispositions ne sont pas appliquées parce que les centres d'art ont du mal à boucler leur budget. C'est un cercle sans fin. Mais pour autant, les dispositions existent. Et puis, il y a ces fameuses actions culturelles. Et là aussi, je crois que c'est en train de bouger. Est-ce que ces actions culturelles sont considérées comme des actions artistiques ou comme des actions en plus Alors, d'un point de vue fiscal et social, les artistes qui font leurs déclarations savent qu'on appelle ça souvent les activités accessoires. Il y a certaines organisations syndicales d'artistes plasticiens qui disent non, on ne veut plus appeler ça activité accessoire, on veut les appeler activités connexes. Alors c'est quelque chose qu'on voit dans l'ensemble des champs de la création des artistes-auteurs. Par exemple, les écrivains ont bien sûr ont des droits d'auteur pour la publication de leurs livres qui sont diffusés en librairie, mais on voit que cette rémunération-là, tendanciellement,
baisse et que la part des activités accessoires ou donc connexes ne cesse, elle, d'augmenter. Ce sont les lectures, ce sont les conférences, ce sont les tables rondes, ce sont les rencontres avec le public et les séances dans les bibliothèques, etc., etc. Eh bien, pour les artistes, auteurs, plasticiens, ça a tendance aussi à être de la même chose. Mais pour autant, il y a d'autres sources de revenus, c'est la monstration, que ce soit pour publication papier ou publication numérique. Et là aussi, quand on parle avec la DAGP, la Société de perception et répartition des droits spécialisée dans les arts graphiques et plastiques, on voit, et puis la SAFE aussi, l'autre société, on voit qu'il y a encore de très grandes marges de progression pour que les œuvres des artistes soit rémunérée, la représentation des œuvres des artistes soit rémunérée correctement au barème en application. Alors, on voit bien que ce dont il s'agit de sortir, et c'est une des revendications, je crois, louables des organisations syndicales et professionnelles, c'est de la culture de la gratuité. N'est-ce pas? Alors vous êtes artiste, vous avez beaucoup de chance qu'on regarde votre travail, vous avez beaucoup de chance qu'on vous le montre, et vous n'allez pas en plus réclamer une rémunération. Eh bien si, parce que quand on fait faire des travaux chez soi, par exemple, et qu'on fait appel à un peintre ou à... Et alors, toute comparaison n'est pas raison. Donc je me lance dans cette comparaison, puis après je la retirerai. Mais en tout cas, l'ouvrier, le fournisseur qui vient pour faire son travail, il est rémunéré pour son travail et il n'est pas rémunéré, enfin, et on ne lui donne pas de l'argent parce qu'on soutient son activité. Un centre d'art ne peut fonctionner que si il peut travailler avec des artistes, il peut montrer des artistes et du travail des artistes, et donc il est normal que ce travail-là soit rémunéré. Donc déjà, prendre l'habitude de parler de rémunération et pas de soutien. Donc on rémunère le travail des artistes, on rémunère la monstration des œuvres, et bien sûr, on fait ça dans une économie publique qui est aussi une économie de la précarité et de la pauvreté. Donc, ce qui signifierait devoir trouver à un moment des ressources nouvelles, mais là, je ne vais pas m'engager tout de suite là-dessus. Ce serait trop long et ça vous... peut-être, c'est trop long parce que c'est un peu technique, mais je pense qu'on pourra y revenir. Alors, le saut d'avis, on vous a parlé des sauts d'avis. Au départ, quand on a inventé ce terme, c'était un nom de code qui n'avait pas vocation à devenir permanent. Parce que saut d'avis, ça fait penser toujours à un produit d'assurance vie d'une banque. T'as fait ton saut d'avis, Marie? Oui, très bon placement. Alors, très bon placement. Non, c'est pas un placement. C'était schéma d'orientation des arts visuels. Alors, pourquoi on appelait ça schéma d'orientation? C'est parce que nos amis des musiques actuelles, eux, avaient fait des schémas d'orientation des lieux musiques actuelles, les Solima, et on avait trouvé que c'était une démarche intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démarche? D'abord, c'est une démarche résolument ascendante, bottom-up, comme disent les consultants de Ernst & Young. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministère de la Culture en centrale, ni même la DRAC, au niveau déconcentré, qui décide ce qu'est un saut d'avis, comment on va le mettre en œuvre, etc. Ça ne peut venir que de groupes de travail qui rassemblent les acteurs. Donc une démarche ascendante. Ensuite, c'est une démarche territoriale. C'est quel territoire? Alors quel territoire? Le territoire, ça peut être la grande région, mais ça peut être un autre territoire, ça peut être un territoire, ça peut être la métropole, ça peut être un pays au sens des pays, ça peut être un bassin, ça peut être ce qu'on veut, c'est-à-dire là où il y a un ensemble d'acteurs qui ont envie de travailler
en se posant au moins une question, et la question c'est comment vivent et travaillent les artistes sur ce territoire. Donc en ayant ce que dans d'autres secteurs on appelle une stratégie de filière. Une filière, alors là aussi c'est un terme économique, une filière, c'est-à-dire voilà, comment les artistes, où sont-ils formés, est-ce qu'il y a des lieux de formation, est-ce qu'il y a des lieux de pratique, mais après est-ce qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des ateliers logement, comment tout ça fonctionne, comment se fait le lien entre les lieux de formation et les lieux de diffusion, les lieux de production, comment s'organise la production, s'il y a des galeries, comment elles fonctionnent, avec quels artistes, etc. Et donc commencer à établir un diagnostic. Et je crois que ce qui vous a été montré ce matin, eh bien, c'est le premier élément, la première brique du diagnostic de ce SODAVI, donc de cette question, comment vivent et travaillent les artistes dans cette région de Midi-Pyrénées et maintenant peut-être dans cette grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, aire de Midi, nous a dit Martine. Voilà. Donc je m'arrêterai là provisoirement, d'une part parce que sinon je peux parler jusqu'à midi, et je suis à votre disposition. Avec la salle, pardon, oui, j'oublie moi-même les préceptes dont on a défini la nécessité. Donc, peut-être des questions avec la salle. Et à un moment, on fait une présentation, Stéphanie, de Économie solidaire de l'art. Donc, vous avez des questions, on fait circuler les micros. Évidemment, comme tout est enregistré, vous ne parlez pas sans les micros. Voilà. Là, vous parlez des artistes qui sont répertoriés de façon légale. Il y a aussi pas mal d'artistes qui sont dans l'économie informelle, parce qu'ils n'ont même pas encore les moyens véritablement, ou trouvé les moyens d'être déclarés de façon, encore une fois, légale. Comment faire en sorte que les institutions ne deviennent pas, paradoxalement, les ennemis de certains artistes qui peuvent se sentir isolés sur le territoire, dans les confins des territoires, et qui peuvent vivre dans la crainte que les budgets soient dévorés par le fonctionnement, par les salaires aussi des personnes qui s'occupent des centres, etc. Au même titre que dans le spectacle vivant, on peut assister au fait que certains artistes n'arrivent pas à obtenir leur statut d'intermittent, tandis que les techniciens, par exemple, vont l'obtenir, je ne dirais pas plus facilement, c'est tout à fait bien qu'ils l'obtiennent, mais quand vous dites l'artiste sera l'interlocuteur privilégié des centres d'art, etc., bon, sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on vit, quoi, en règle générale. Je peux dire ? Oui, tu peux. Je vais faire le techno parce que c'est mon premier métier et c'est le seul en fait. Quand on dit, quand vous dites légal, en fait, je pense comment, contrairement au spectacle vivant pour les artistes interprètes, en effet, on est dans le régime social de l'intermittence ou pas. Et donc il y a un seuil. Pour les artistes auteurs, c'est... alors, on est affilié ou
où seulement on est assujetti, mais tout le monde est assujetti. C'est-à-dire que n'importe quel salarié ou un travailleur indépendant d'une branche qui a une activité et qui vend une œuvre, il est normalement assujetti à une cotisation sociale pour alimenter le régime social des artistes-auteurs sur la vente de cette œuvre. Alors là aussi, c'est un combat qu'on mène avec les organisations professionnelles pour que les amateurs, et on connaît ça aussi dans le spectacle vivant, s'ils font commerce, alors il y a des vrais amateurs entre guillemets, et puis il y a des amateurs qui font commerce régulièrement de leur production. On est dans un pays libre, c'est tout à fait bien et c'est tout à fait normal, mais pour autant, il faut qu'ils puissent contribuer au régime social des artistes-auteurs, c'est la solidarité. Alors, il y a ça. Ensuite, il y a d'un point de vue fiscal. Alors après, chacun a les relations qu'il a avec le fisc, et le ministère de la Culture n'est pas le ministère ni du budget, c'est dommage parce qu'on en prendrait plus d'argent, mais non plus la direction des impôts. En revanche, ce que je peux dire, deuxième point, ce qu'on voit aussi lorsqu'on regarde les salaires des salariés des centres d'art à tous les niveaux, que ce soit d'ailleurs les centres d'art ou les FRAC, ce qui nous inquiète, nous, c'est plutôt la très grande faiblesse des salaires, où on voit des gens qui ont parfois 10, 20 ans d'ancienneté, avec des salaires qui sont très proches du SMIC. Donc il n'y a pas, je dirais, en tout cas dans les centres d'art, de dérive salariale. Pour autant, c'est vrai que dans certains centres, même avec une très faible équipe qui travaille sans compter ses heures, qui a des très faibles salaires, ce qu'on appelle la marge artistique est très faible. Et donc cette marge artistique étant très faible, elle ne permet pas de rémunérer correctement les artistes. Et donc tout le monde est mal payé. C'est malheureusement le plus souvent le cas. Bonjour, Olivier Chupin. Il y a un chiffre qui est quand même très étonnant dans cette étude, mais enfin les auteurs ne sont pas là et où on aimerait un peu plus de précision, c'est les 157 € pour d'honoraires d'exposition, sachant qu'on sait que c'est quasiment pas pratiqué. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le chiffre de la prestation en fonction du nombre de gens qui l'ont pratiqué? Parce que ce 157 € ne veut rien dire. Si 3/4 sont à 0, est-ce qu'on sait ça? Et puis d'autre part, est-ce que ça pose la question, c'est-à-dire les effets de marché, d'offre, de demande, est-ce qu'elles ne seront pas aussi le même réel pour ces défraiements, ces émoluments, tel artiste pouvant avoir les capacités à dire « moi c'est temps où je ne viens pas », d'autres ne les ayant pas. Alors, je suis en train de chercher, parce que je ne l'ai pas en mémoire, mais quand j'aurai trouvé, j'apporterai la réponse. Klaus Sauer. Moi, je vois 25% des artistes qui sont en dessous de 6 000 € par an. Je suppose, eux, ils ne rentrent pas dans le régime du mécène d'artiste. Ça veut dire, en fait, ces artistes, ils ne sont pas comptés, normalement. Moi, je vois, de toute façon, dans le mécène d'artiste, beaucoup de dysfonctionnements. Et je crois qu'il y a, au niveau de la loi, beaucoup de choses à changer. Oui, j'ai une question sur les droits d'auteur. Je souhaiterais savoir si les droits d'auteur sur le net sont les mêmes que ceux que perçoive un auteur sur un livre édité.
C'est moi qui en droit français, vous savez que le droit d'auteur, ce qu'on appelle le droit d'auteur, il y a deux droits principaux. On distingue le droit moral et des droits patrimoniaux. Et les sociétés d'auteurs, les sociétés de perception et de répartition des droits, établissent, qui sont en fait des sociétés donc gérées par des auteurs, établissent des barèmes. Et en fonction donc en prenant en compte différents critères, ces barèmes s'appliquent de façon parfois différenciée ou parfois identique que selon les différents types de publications et selon la fin des publications, de savoir si la publication est une publication à titre commercial, une publication à but non commercial. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la durée de la cession de ces droits. Mais en tout cas, il n'y a pas d'exception numérique aux droits d'auteur, sachant que normalement, oui, une œuvre représentée sur l'Internet, d'abord en droit ne peut pas l'être sans l'autorisation de l'auteur, et il n'y a pas de cession des droits sans autorisation explicite. C'est par exemple le combat que mènent les photographes contre la pratique du DR, quand vous voyez souvent sur les sites internet DR, ce qui signifie droit réservé, c'est-à-dire que celui qui publie l'image n'a pas souvent pris la peine de chercher s'il y avait un auteur. Et là aussi, donc, il y a les photographes, les organisations professionnelles de photographes luttent contre cette pratique abusive. Mais en tout cas, dans un monde parfait, les auteurs dont les productions, dont les images, dont les représentations sont utilisées sur le net devraient être rémunérés. Merci. Alors Olivier, j'ai quelques éléments de réponse. Je retrouve dans le document que 58% des artistes qui ont répondu à l'enquête touchent des honoraires dont le montant alloué à ces honoraires, donc 232 000 € pour 3 ans, et qu'il varie entre 1 500 et 77 000 € par an. 70% des structures versent des honoraires d'exposition de montant égal ou inférieur à 19 900, 20 000 € par an. Donc tout ça sur les 3 ans qui ont été le socle de l'enquête. Jackie Rothmeyer. Je voudrais faire 2 remarques. On vient de loin. Je me souviens d'avoir eu entre les mains, il y a une vingtaine d'années, une étude européenne qui disait, bon, je me souviens plus qui l'a faite, etc., qui disait à ce moment-là que 3% des artistes au niveau européen vivaient de temps en temps de leur travail. À l'intérieur de ces 3%, il y en avait 40% qui vivaient régulièrement de leur travail artistique. Et il y en avait à peu près 20% qui vivaient toujours. Donc c'était les fameux qui sont dans le marché, les stars du marché, etc., qui peuvent vivre constamment de leur travail. Donc on a l'impression que ça n'a quasiment pas bougé. Au demeurant, je pense qu'il serait quand même intéressant, je salue cette étude, je salue ce travail qui a été fait, que je trouve très intéressant, mais ce serait intéressant d'aller plus loin et peut-être de comparer avec d'autres pays d'Europe, peut-être dans l'intention de prendre des modèles qui peuvent être intéressants, qui peuvent fonctionner, parce que c'est effectivement vrai qu'il y a un vrai souci, et notamment pour en venir au centre d'art, on part de loin, on vient de loin aussi, parce que je me souviens qu'il y a fort longtemps, il y a 25 ans ou quelque chose comme ça, dire qu'on va payer des honoraires à un artiste, c'était totalement tabou. On pensait encore qu'ils n'avaient qu'à vendre leurs œuvres, bon, ils le vendaient 15 ans après, c'était pas un problème, ils n'avaient pas de loyer à payer, ils n'avaient pas d'enfants sans doute, ils n'avaient pas de vie à mener. Donc on ne voyait pas pourquoi on honorait les artistes par des honoraires. Et moi j'avais fait une prise de conscience un jour en me disant, en regardant dans un montage, en me disant, bon, on est tous payés, la femme de ménage, le centre d'art, l'éclairagiste, enfin tout le monde est payé. Le seul qui n'est pas payé, c'est l'artiste, celui qui finalement fait vivre tout ça.
Et donc il y a fort longtemps déjà, je me suis battue pour qu'on verse des honoraires aux artistes. Mais force est de constater avec Pierre Oudard que le problème aujourd'hui, c'est que nos budgets sont largement insuffisants. Donc qu'est-ce qu'on fait ? En général, on sabre les honoraires avec l'accord des artistes souvent, parce qu'on va mettre l'argent dans une petite production de plus, dans un catalogue, dans je ne sais quoi, pour rendre l'exposition, l'œuvre au niveau de la force attendue. Et l'artiste est souvent complice de ça aussi. C'est terrible, c'est vraiment des situations qui sont qu'on déplore tous, je pense. Mais voilà, le problème, ce sont nos budgets. Oh ben non, hein, c'est pas moi qui peux répondre. Alors, mais c'est intéressant de dire que les choses bougent. Alors, moi, je crois aussi. Je crois que la conscience collective de ce qu'il y a quelques années, déjà, on appelait écosystème de l'art, bouge. Parce que la société bouge, parce que le temps, qui est crise ou non, et ça vous en parlerez cet après-midi, les choses changent. Est-ce qu'elles progressent ou pas? C'est déjà une question philosophique, la question du progrès, mais elles bougent. Alors, elles peuvent bouger plus vite. Et il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans l'étude, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler, par conviction, parce que je crois qu'en faisant bouger ça, on fait bouger aussi d'autres choses. C'est la question de la parité homme-femme. Les chiffres au niveau national sont clairs. C'est alors que le réseau des centres d'art est le réseau le plus féminin dans ses directions et ses salariés, par rapport au théâtre, par rapport à d'autres réseaux. Alors tout de suite, il y a une petite voix qui dit oui, parce que les salaires sont très faibles. C'est 30% d'artistes femmes qui sont montrés. Et quand on regarde les acquisitions publiques d'œuvres d'art d'artistes vivants, c'est aussi 30%. Le chiffre, c'est toujours 30% d'artistes femmes. Mais là, les œuvres des artistes femmes sont 30% moins chères que les œuvres des artistes hommes. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit, c'est, je crois, un des signaux, un des stigmates de la précarité. Dans toutes les professions, dans tous les secteurs où il y a de la précarité, on va voir que les femmes sont encore plus précaires que les hommes. Je pense que là aussi, la conscience collective d'une situation et la prise en main collective de cette situation pour la faire bouger a des effets bénéfiques, ce qui signifie avoir les outils pour pouvoir la décrire. Alors, le CIPAC, le Congrès interprofessionnel de l'art contemporain, a mené un gros travail avec les galeries d'art, avec tous les acteurs sur des contrats de coproduction, parce qu'on voit, ce que je disais tout à l'heure dans les chiffres, ce qu'on voit aussi à travers ces chiffres, c'est la difficulté à décrire une situation. Parce que souvent, eh bien, les pratiques ne sont pas normées. Alors, un artiste arrive dans un centre d'art, il est en résidence, mais alors entre ce qu'on lui donne pour la résidence, puis ce qu'on lui donne pour la production, mais aussi ses défraiements, ses billets de train, etc., comment est-ce que tout ça fonctionne et combien il reste à la fin à l'artiste pour payer son loyer? Parce que pendant qu'il est en résidence quelque part en Midi-Pyrénées, eh bien peut-être qu'il a un loyer ailleurs. Comment tout ça fonctionne? Et c'est pour ça que je crois qu'on a encore besoin d'outils descriptifs pour décrire cette situation, que c'est une première brique et qu'on va continuer. Ça signifie aussi que les lieux d'art contemporain ont besoin d'outils partagés qu'ils se construiront ensemble pour pouvoir comparer leur situation. Alors, nous, on mène ce travail avec les DRAC et les centres d'art. Pour fournir des données, c'est souvent rébarbatif. C'est absolument nécessaire. Je peux vous assurer que les théâtres sont très précis sur ce qu'on appelle le théâtre en ordre de marche, le TOM,
nos collègues du spectacle vivant parlent toujours du tome. Au début, on se disait, c'est quoi le tome? C'est le théâtre en ordre de marche, c'est-à-dire combien ça coûte ce théâtre sans production artistique, sans artiste. Pour pouvoir justement dire, attention, là, il y a un problème dans ce théâtre. Une fois que vous avez ouvert les portes, vous n'avez plus d'argent pour payer les répétitions, etc., etc. Alors après, qu'est-ce qui a fait ça aussi? C'est la lutte des intermittents. Vous avez vu que c'est des crises successives liées au régime de l'intermittence pour les rémunérations, pour la rémunération des matermitantes, etc. Donc il y a eu comme ça une prise de conscience. Et je me souviens, il y a encore, là aussi, on a beaucoup bougé. Il y a une quinzaine d'années, j'étais à la DRAC Île-de-France qui avait été occupée par les intermittents en colère et on s'était aperçu que, grosso modo, au sein de la DRAC, on n'était quand même pas assez pointu sur le régime de l'intermittence. Je pense qu'aujourd'hui, on ne trouvait pas dans un service spectacle vivant d'une DRAC de gens qui ignorent les réalités du régime de l'intermittence. Ce travail, je crois que collectivement, chacun, les artistes, les directeurs de centres d'art, les salariés, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires d'État, on doit tous le faire pour avoir une description économique, et encore économique et solidaire de l'activité de l'art sur l'ensemble des territoires. C'est aussi une des ambitions de ces SODAVI. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il me semble qu'on manque aussi cruellement de solidarité dans ce milieu et que peut-être il faut créer des lobbies et valoriser ces choses-là, parce qu'il y a une des façons, par exemple, de rendre les productions d'œuvres possibles, ce qu'on signe dans tous les contrats, c'est-à-dire que les artistes, les galeries s'engagent en théorie à nous retourner l'argent investi une fois qu'il y a vente de l'œuvre. En une trentaine d'années de métier, ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois, je veux dire, pour vous dire le niveau de cette chose-là, hein, qui fait que chacun se défausse, on essaie d'oublier. De la part des artistes, je le trouve tout à fait normal, même éthique, je veux dire, vu le peu d'argent qu'ils gagnent, qui ne retourne pas 10 ans après ce qu'on a investi, c'est tout à fait acceptable. De la part des galeries, et ça avait fait un petit tollé parce que j'étais intervenue à la FIAC justement dans ce que le CIPAC avait organisé sur cette thématique il y a 2 ans, je crois. Ça avait fait, c'est un tabou, hein, il ne faut pas dire ça, mais en réalité c'est vrai, rares sont les galeristes. Il y en a quelques-uns qu'il faut saluer vraiment, qui sont revenus vers moi en disant voilà, on a vendu l'œuvre et puis on vous retourne ce qui est inscrit dans le contrat. En fait, pour avoir cet argent, il faudrait qu'on engage des avocats, qu'on engage des procédures, etc., ce qu'on ne fait jamais. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose peut-être à valoriser. Il y a quelque chose quelque chose à faire circuler dans nos métiers, au niveau de la solidarité entre nous, dans la façon dont ce système pourrait être plus efficace si on respectait certaines règles, dont celle-là. Alors, si tu me permets, Jackie, je ne pense pas que ce soit en convoquant des avocats que la chose va s'améliorer. Donc, vous aurez tous l'enquête. Hein, je pense qu'elle est intéressante à lire dans les détails. Nous, on n'est pas rentré en détail parce que le lieu ne s'y prêtait pas. Mais ce qui, effectivement, est souligné dans cette enquête, c'est qu'il y a très peu d'évolution de l'apport en production des centres d'art après que l'œuvre a été vendue. Mais l'œuvre a été vendue, si elle a été exposée ailleurs, hein, et si elle a été repérée. Donc l'enquête révèle aussi qu'il est quasiment impossible de faire l'inventaire des œuvres produites par le biais des structures de l'échantillon d'enquête. Oui, non, alors déjà, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir un inventaire des œuvres qui ont été produites? Bon, apparemment, l'enquête les enquêteurs ont eu du mal à trouver ces informations. Et ensuite, donc, ces œuvres, ou bien elles sont exposées, ou bien elles vont chez l'artiste. Et là, il y a assez peu de chances de les vendre puisqu'elles ne sont pas vues. Et donc, pour les vendre, il faut avoir un client. Il faut avoir un acheteur. Mais, je dis juste qu'en ce qui nous concerne, on l'inscrit dans les contrats. On demande que soit mentionné, etc., œuvres produites, etc. Ça aussi, je l'ai rarement vu
effectif. Hein. Je veux dire, ça ne se fait pas, donc on a du mal à le retrouver, etc. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui apparaissent là, qui sont intéressantes. C'est d'abord, qui dit contrat, le contrat, c'est le droit. Donc, le droit, on est dans un état de droit. On sait que le contrat, à force de loi, entre ceux qui contractent, mais ce qu'on voit dans le secteur des arts plastiques, c'est une insuffisance dans l'utilisation du contrat. Et par exemple, il y a quelqu'un ici dans la salle qui a beaucoup travaillé avec les galeries, je ne vais pas la dénoncer, mais on la connaît, et qui a très bien travaillé avec les galeries. Elle sait mieux que quiconque qu'il n'y a pas de contrat écrit dans la plupart entre la plupart des galeries et la plupart des artistes en France, contrairement aux pays anglo-saxons, et on sait que les pays anglo-saxons sont des pays de contrats beaucoup plus que la France. Mais là, c'est aussi en train de changer. Et alors, l'avocat, s'il n'y a pas de contrat, il pourra toujours plaider, mais il plaidera tout seul dans un champ parce que personne ne prendra la revendication et la plainte. Alors, d'abord, quand faire un contrat, quel type de contrat, comment s'assurer des contrats, et puis le droit ne fait pas tout. Je pense qu'il faut aussi modifier les pratiques professionnelles. À toutes les pratiques professionnelles, on ne va pas se fustiger en se disant que vraiment on est trop nul et que c'est pas ça le problème. C'est que voir comment on peut améliorer les pratiques professionnelles dans une logique. Alors je vais réutiliser ce terme qui est un peu passe-partout, qui est écosystème. Et quand on parle d'écosystème, il y a au moins une notion qui est intéressante dans l'écosystème, c'est que dans un écosystème, tous les éléments de l'écosystème sont interdépendants. Une des faiblesses du secteur, de notre secteur, c'est que cette conscience collective que chacun, dans son activité, est dépendant des autres, est trop faible. Le galeriste, parfois, n'a peut-être pas assez conscience que sans centre d'art, pour montrer les artistes, pour repérer les artistes, pour faire connaître des artistes, et puis inversement, le centre d'art peut aussi considérer qu'il est une partie de la chaîne et que travailler avec un galeriste, ce n'est pas quelque chose de tabou et encore moins de sale. Donc, c'est pour ça qu'on soutient beaucoup le CIPAC dans son activité, parce que tout le monde est là au CIPAC, et il faut, je crois, encore accroître donc, les pratiques professionnelles du point de vue du droit, mais aussi les pratiques professionnelles, alors c'est le soft law, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire comment on adopte collectivement des pratiques professionnelles librement, que c'est librement partagé, et que c'est au bénéfice de l'ensemble d'une communauté. Bonjour, je veux juste amener une petite réflexion sur cette enquête qui montre quelque part la faible position des artistes par rapport à un monde capitaliste. Et la question peut être posée, comme on a tendance de la poser, comment améliorer la situation des artistes. Pendant qu'on peut poser la question dans l'autre sens et dire qu'est-ce qui ne va pas avec le monde capitaliste qui est dans une situation de surproduction, comme j'avais pas la chance d'être là en 2014 pour voir cette exposition anthropocène, mais dans ce monde anthropocène où l'être humain laisse trop sa trace sur ce monde, on devrait peut-être demander comment réduire la production capitaliste pour revenir plus près de celle des artistes, ou peut-être, moi j'ai de la chance, des fois je travaille d'une manière professionnelle avec des centres d'art, et des fois je travaille d'une manière 100% amateur avec une petite association des jeunes étudiants qui veulent monter une exposition où je travaille sur de gratuitement, comme sur de loisirs, et je bascule entre les deux. Un plombier ne ferait jamais.
Mais j'ai rencontré un monsieur qui travaille dans l'assurance à un moment donné. Il m'avait dit, à un moment donné, j'ai rendu compte que 80% de la merde dans ma vie vient de 2% de mes clients. Et dès que je les avais virés, et je travaillais juste avec celles qui me faisaient plaisir, j'ai rendu compte que j'ai travaillé différemment. Je mangeais avec mes clients, je passais du temps avec eux le week-end, et puis après, il avait un autre type de vie. Et je pense qu'on peut peut-être imaginer comment on peut changer le monde capitaliste plutôt que changer le monde de l'artiste. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai une vie pleine et riche, malgré ma fragilité. Mais la fragilité, c'est seulement en comparaison avec ce qui gagne mon frère, par exemple. Mais bon, tout est relatif, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Je ne vais pas faire un discours anticapitaliste, je sortirai de mon rôle, mais il y a un champ général qu'on appelle en France économie sociale et solidaire. Donc tout à l'heure, maintenant on va entendre économie solidaire de l'art, économie sociale et solidaire, c'est-à-dire comment on invente une économie non marchande, non en tout cas uniquement tournée vers le profit. Et quand on dit saut d'avis, on dit aussi comme cela, et ce que vous dites, c'est-à-dire comment on regarde en tant que puissance publique, puisque en fait nous on est l'État et les collectivités, comment on regarde une économie artistique sur les territoires qui est liée avec d'autres économies sociales et solidaires, qui va être qui peut être en adéquation, en affection, je dirais, en sympathie, en affection avec d'autres acteurs des territoires qui s'engagent au bénéfice de tous. Et comment on regarde ça, c'est-à-dire comment en effet on regarde l'économie de l'art, pas seulement à travers le prisme de l'économie marchande capitaliste. C'est aussi une des ambitions de ces dispositifs. Bonjour, Arnaud Froyer du Pavillon Blanc à Colomiers. Je voulais réagir sur deux choses. Là, on parle de situation économique des artistes. Donc on parle beaucoup de rémunération des artistes finalement, donc d'artistes. Et les missions des centres d'art sont d'aider les artistes, de les rémunérer, c'est une chose, mais finalement on parle peu des autres missions des centres d'art, et ça me semble intéressant de contextualiser ça. C'est-à-dire qu'un centre d'art, c'est les lieux d'art sont des institutions implantées sur un territoire. Je trouve ça intéressant du coup de regarder la part de rémunération sur les actions culturelles, parce que c'est des actions artistiques qui sont aussi orientées et implantées sur un territoire. Donc ça c'est une chose, regarder la globalité des missions et de l'adresse des institutions au public. Et la deuxième chose, là ça fait écho à la journée professionnelle qu'on a vue à Montpellier, où on notait que une des questions qui se posent, c'est l'accompagnement des institutions sur le temps long. Donc accompagner les artistes sur un temps qui ne soit pas celui de l'exposition ou de l'action culturelle, mais celui de la résidence, voire d'un soutien plus long de conseil ou d'accueil avec des ateliers ou des ateliers logements. Et on se faisait la remarque aussi dans un groupe de travail que ce qui manquait sur notre territoire, c'était cet accompagnement sur le temps long, qui peut passer justement par d'autres institutions, alors les galeries privées ou parfois des conseils comme sont les institutions documents d'artistes, etc. Voilà, deux remarques qui peuvent relancer le débat sur d'autres pistes. Merci. Quand même, je m'aperçois que je n'ai pas fait tout mon travail bien. On a eu des crédits nouveaux, des mesures nouvelles cette année budgétaire au service des arts plastiques pour le budget 2016, qui sont principalement donc sur les résidences, sur l'accompagnement de ces démarches Sodavi
et sur les lieux pluridisciplinaires ou pas, non répertoriés comme centres d'art. On a d'autres mesures nouvelles aussi sur les centres d'art et les FRAC pour les accompagner dans leurs évolutions, mais disons que la ministre a souhaité qu'on mette l'accent sur justement ces résidences, etc. Alors ce sont des crédits qui seront trop faibles, parce que les crédits sont toujours trop faibles, mais c'est un effort important. Et d'ailleurs, ce qu'il ne faut absolument pas dire, c'est que le budget des arts plastiques est celui qui augmente le plus au sein de la... Alors ça, c'est le jeu des pourcentages. Comme c'est le plus faible, il suffit de mettre un peu plus d'argent pour avoir un gros pourcentage. Mais bon, c'est un effort très important. On attend la traduction régionale. J'entends. Vous avez compris. La rumeur, là, qui gronde. Mais malheureusement, c'est partout en France, sauf en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. C'est bien ce qui me semblait. J'avais aussi une question, Joël Zask, donc philosophe à Aix-Marseille Université, et voilà, concernant, moi je trouve très intéressant la distinction qui me semble vraiment capitale entre l'économie de l'art et l'économie du marché, ou l'économie de marché. Maintenant, il y a quelque chose qui me questionne, c'est quid de l'économie, non de l'économie de marché, mais de l'économie privée, qui ne serait pas une économie de marché. Parce que, par exemple, là, cette enquête nous apprend effectivement que les pouvoirs publics ne rémunèrent pas suffisamment les artistes pour qu'ils dépassent le seuil de la pauvreté ou de la précarité. Ceci étant, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les revenus privés, qui peuvent être des revenus via des galeries marchandes, ou qui peuvent être aussi des revenus qui seraient générés par la participation à des programmes privés, qui sont aussi des programmes comme la Fondation de France, comme le système nouveau commanditaire, certains systèmes dont je connais l'existence, par exemple à Marseille où j'habite, donc qui aussi apportent en quelque sorte une contribution parfois très significative aux revenus des artistes, non pas pour dire, donc pour dresser un tableau économique très précis, mais moi j'ai une question justement sur l'argent privé. J'ai une question sur comment les pouvoirs publics pourraient-ils en quelque sorte former les gens dès l'école, ou en tout cas les citoyens, ou parfois voilà, les habitants tout simplement, à imaginer dépenser de l'argent dans l'art. Indépendamment, parce qu'il me semble que sinon, dans la mesure où on est dans un pays où les gens ne veulent pas payer d'impôts, et par ailleurs ne veulent pas non plus acheter de l'art, j'ai l'impression que la situation est un peu bloquée. Voilà, c'est des questions comme ça que je me pose, parce que justement, généralement, l'argent privé est immédiatement un argent qui est considéré comme celui du marché. Or, il y a des initiatives privées qui ne relèvent pas du tout du marché et qui me sembleraient aussi à prendre en compte dans nos enquêtes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas spécialiste. Merci de ces... D'abord, on sait que dans les statistiques de l'économie de la culture, les ménages, l'argent privé, est l'argent privé est le premier contributeur à l'économie de la culture d'un point de vue général. Mais le spectateur de cinéma, quand il va au cinéma, est considéré comme, bien sûr, et c'est normal, un contributeur avec de l'argent privé. Alors, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que cette économie, pour qu'elle se développe, comment on peut accroître le volume des échanges financiers et non financiers d'ailleurs pour accroître l'activité. Alors, il y a la ministre a lancé à toute fin d'année, et on espère que ça va se développer, avec des constructeurs de bâtiments, de maisons, de bureaux, de logements. Une opération, mais ce n'est pas une opération en fait, c'est un dispositif qui a vocation à se développer et à être pérenne, qui s'appelle un immeuble, une œuvre. Donc 13 grandes sociétés de promoteurs, donc des promoteurs immobiliers, se sont engagés à commander ou acquérir des œuvres d'artistes vivants de la scène française à chaque fois qu'ils construisaient un immeuble.
Donc c'est exactement l'objectif, c'est exactement celui que vous citiez, madame. C'est-à-dire d'une part, bon, c'est de l'activité, puisque là il y a de l'argent qui va partir du BTP vers l'économie artistique. Et sur le site du ministère de la Culture, si vous tapez un immeuble neuf, il y a le dossier de presse, il y a l'ensemble du dispositif, je ne vais pas le décrire là maintenant. Ça se met en place, il y a des objectifs très, très ambitieux sur ce dispositif, notamment parce que la fédération, donc aujourd'hui là c'est 13 gros opérateurs, mais la fédération des promoteurs immobiliers, qui n'ignore pas, la présidente d'ailleurs qui est de cette région, qui est de Toulouse, Madame François Cuxac, nous a dit mais nous on a très mauvaise réputation les promoteurs immobiliers, donc on veut montrer qu'on construit à la fois des immeubles où les gens vivent, travaillent et on a envie qu'ils y vivent bien, qu'ils y travaillent bien, et on a la conviction que l'art peut avoir sa place à cet endroit-là. Et puis, nous, on accompagne cela aussi, pas financièrement, on ne va pas donner de l'argent aux promoteurs immobiliers pour faire cela, mais on accompagne cela pour d'abord les conseiller. Les conseillers dans les DRAC vont pouvoir aussi accompagner certains programmes. Et puis, parce qu'on pense que c'est une façon, comme d'une certaine façon le 1%, ou la commande publique, c'est une façon de faire rencontrer la création contemporaine dans toute sa diversité à des gens qui peut-être ne poussent pas la porte d'un centre d'art et qui peut-être iront après. Bonjour, donc Manuel Pomar, je suis artiste mais surtout responsable de lieu commun qui est un artist run space à Toulouse, donc un lieu dit intermédiaire, donc on est un lieu conventionné mais non labellisé. Pour l'instant, qui sait, les choses peuvent évoluer, changer, on le sait. Donc plutôt qu'une question, je suis plutôt sur un témoignage de cette idée en fait d'invention permanente du rapport aux artistes. Nous, évidemment, on est vraiment une structure très très précaire avec des salariés qui sont au même niveau que même en dessous que la moyenne chez les artistes, je vois. Donc on est vraiment dans un engagement fort à ce lien aux artistes. Et comme je rebondis sur ce que disait Arnaud sur la notion de durée du lien aux artistes, on a une implantation locale très forte, donc un soutien à la scène locale qui se fait vraiment sur la durée et sur la diversité des accompagnements et des relations qu'on peut avoir avec les artistes. Donc on va travailler sur une expo collective, une édition, une expo monographique, etc. etc. Et surtout aussi de la mobilité à l'extérieur, parce qu'un artiste est local, mais il a un rayonnement global. Le local, c'est l'endroit d'où l'on travaille, où l'on travaille. Je suis aussi un peu étonné par rapport aux chiffres d'ateliers, mais Marie t'en témoignait assez bien, c'est souvent un bureau ou une table basse dans un salon. Et on sait tous ici qu'à Toulouse, on a vraiment des problèmes d'espace. Et au-delà de l'espace, c'est aussi la notion on parlait de solidarité, la notion de communauté artistique, de lieu, on s'appelle lieu commun, ce n'est pas pour rien, de lieux où les artistes se rencontrent, travaillent ensemble, font circuler de l'information. Et je crois que là, à cet endroit-là, il y a énormément de chantiers à mettre en place. Et dans mon optimisme viscéral, oui. Donc je me plais à mettre un peu d'espoir dans les sauts d'avis, justement pour mener des réflexions sur ce type de chantier. Voilà. Pas trop confus ce coup-ci, je suis content. Merci Manuel. Juste, je voulais, vu notre timing maintenant, donner la parole à Stéphanie pour l'intervention économie solidaire de l'art. Mais pendant que Stéphanie arrive, je vais dire, il a raison. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, dans l'histoire, quand ça a fonctionné, et si vous allez sur le site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, essayez de trouver, il y a un reportage des années 60 formidable, où on voit les artistes de l'école de Nice parler entre eux
Il y a Malaval, il y a Martial Reyes, il y a Armand, notamment, et ils parlent entre eux de ce que c'est que l'école de Nice. Et alors, on pourrait tout à fait dire, ben voilà, il y a un collectif. Et Sodavi, on a dit schéma, mais ça peut être scène en fait. Scène, alors scène orientée, non, on va pas dire ça. Mais si celui qui trouve un autre acronyme pour Sodavi, je crois qu'il aura fait une belle chose. Stéphanie, merci. Est-ce que je peux profiter d'une seconde encore, après je me tais, c'est promis. Je voudrais réagir à Joëlle Zask par rapport à la question qu'elle posait au niveau du rapport à l'argent privé. Et je voudrais juste faire la remarque qu'on est héritier d'une culture française où c'était l'État, le mécène. Et que ça, c'est encore ancré très profondément dans la culture des gens, considérant que c'est à l'État et puis aux collectivités territoriales de veiller à l'art en particulier, à la culture aussi. Et on voit bien que ça peut se passer différemment dans d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis, etc. Et que peut-être là-dessus, il y a un travail à faire, mais c'est un travail de très longue haleine. Mais peut-être que si on en avait un peu plus conscience qu'il faut porter cette parole-là, on pourrait agir. On le fait d'ailleurs, hein, chacun à un autre niveau, mais c'est pas suffisant, effectivement. Il y a à travailler là-dessus. Je prends la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, juste pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, en tant qu'artiste, on est également nombreux à s'investir ça a été mon cas pour la cuisine, donc également la construction d'espaces dédiés à l'art ou de centres d'art, et à travailler activement aussi dans ces lieux. On n'a pas abordé la question de l'enseignement, mais beaucoup d'artistes également enseignent. C'est très fréquent. C'est pas nécessairement par défaut, et dans la grande majorité des cas, c'est aussi un engagement. Je pense que cette question d'engagement est centrale, et ce n'est pas un pas de côté non plus, c'est aussi une manière de participer comme ça aussi à un monde de l'art qui est autre, qui n'est pas celui du marché de l'art, effectivement, et qui conduit également à construire une économie, et qui permet également de garder une liberté, je crois, une liberté d'expression, une liberté de création. En tout cas, là, je parle aussi peut-être à mon titre, mais également avec de nombreux témoignages et d'échanges avec de nombreux artistes. Donc là, je voulais en fait intervenir, nous voulions faire intervenir Économie solidaire de l'art, qui a été fondée par 4 artistes, et donc qui m'ont proposé de lire ce témoignage, mais également le manifeste qu'ils ont constitué. Donc ces 4 artistes sont Pierre Bellouin, Carole Douillard, Thierry Fournier et Pierre-Nicolas Ledoux, qui, durant l'été 2014, ont initié sur Facebook un groupe de réflexion autour d'un projet d'économie solidaire de l'art qui vise à améliorer globalement la situation économique des artistes plasticiens en France et les conditions de leur exercice. Donc 2 mois plus tard, le groupe initial s'est élargi et la page a réuni plus de 2000 personnes, donc aussi bien des artistes, des critiques, des journalistes, des commissaires d'exposition, des professionnels, des associations, etc., venus soutenir, discuter et enrichir cette initiative qui a été relayée notamment par différents médias comme Le Quotidien de l'Art ou encore Le Monde. Donc il y a un site internet, économiesolidaire-de-l'art.net, qui a pris le relais de cette page pour structurer et présenter l'ensemble de ces propositions. Donc à présent, je vais vous lire le manifeste de ce projet. À l'origine et au centre d'une économie de l'art qui donne lieu à une intense activité, les artistes plasticiens et certaines professions artistiques indépendantes travaillent paradoxalement, pour la plupart d'entre eux, dans une grande précarité, ce que nous avons pu voir. Les logiques d'excellence qui régissent légitimement le monde de l'art ne justifient ni le travail gratuit de ces acteurs, ni les décalages exponentiels entre la production des œuvres et la distribution de la valeur qui en résulte. Le groupe Économie solidaire de l'art vise à discuter et proposer des dispositifs permettant d'améliorer significativement cette situation à destination des artistes et des professionnels indépendants du secteur, en impliquant l'ensemble des acteurs concernés, privés et publics. En parallèle des réflexions et mouvements menés autour du régime des intermittents du spectacle,
qui questionne plus généralement les conditions de l'emploi partiel, et notamment dans la culture, les artistes plasticiens n'ont pour leur part jamais ouvert à grande échelle un débat sur les conditions de leur rémunération et de leur exercice. Nous pensons aujourd'hui possible de dépasser l'individualisme et l'isolement qui prévalent souvent dans ces professions pour inventer de nouveaux dispositifs solidaires de soutien de l'art contemporain. Le débat est ouvert. Ce groupe invite le plus largement possible les artistes et professionnels de l'art à y participer en vue de premières rencontres de travail à venir. Donc, les objectifs et inspirations de ces propositions, donc à la fois éthiques et économiques, visent à soutenir les artistes plasticiens professionnels, tout médium, mais hors spectacle vivant, et les professionnels indépendants de l'art, c'est-à-dire les commissaires, les critiques, graphistes indépendants, soit les deux types d'acteurs les plus fragilisés par le système actuel. Ce projet s'inspire également d'exemples existants. Au Canada, la charte CARFAC-RAV garantit les rémunérations minimales des artistes pour toute intervention depuis 1968. Le label britannique Paying Artists et le projet américain Wage for Work militent dans ce sens. En France, on se référera à l'étude « Observation participative et partagée des arts visuels en Pays de la Loire » qui a été publiée dans le cadre de la conférence régionale consultative de la culture en 2013, qui aborde les mêmes problématiques. Les réflexions déjà menées par les organisations telles que le CIPAC ou la FRAP pourraient continuer à ce projet. Enfin, dans des contextes différents, les logiques de soutien mises en œuvre par le CNC et le CNL ont contribué de manière décisive au développement économique des filières du cinéma et du livre. Donc, ce projet est constitué en 3 volets. Le premier, c'est la création d'une charte de rémunération minimale pour toute intervention artistique en France et garantissant le respect du droit de représentation lorsque le bénévolat n'est pas initié par les artistes eux-mêmes. On visera également à instaurer un pourcentage pour l'artiste à chaque vente et revente en galerie, ainsi qu'une majoration du pourcentage de droits de suite pour les artistes vivants. Le deuxième volet, c'est l'instauration d'une représentation des artistes dans toutes les commissions de bourse, à part égale avec les financeurs et les professionnels de l'art, critiques, galeristes, curateurs, lorsque ce n'est pas déjà le cas. Enfin, le troisième volet est celui de la création d'un fonds de soutien, un pourcentage obligatoire, réduit mais constant, de toutes les opérations et productions artistiques en France serait consacré au développement de l'art contemporain. Production, ateliers d'artistes, soutien des artistes et professionnels les plus précaires, renforcement des retraites. On entend par opération les créations, productions, ventes privées en galerie et salles de vente, foires, production, billetterie, musées, vente d'images, reproduction d'œuvres auprès des banques d'images privées et publiques, etc. Le revenu des artistes eux-mêmes y contribuerait dans l'esprit d'un dispositif de solidarité. On considérerait que seraient éligibles à ce dispositif tous ceux qui ont la création artistique pour activité principale, affiliés et assujettis à la Maison des artistes, Sécurité sociale et à la GESA, et qui ne sont pas salariés, ainsi que les artistes enseignants, préférentiellement s'ils sont vacataires. En ce qui concerne les moyens, la conception économique de ces dispositifs doit intégrer une notion de variabilité qui permettrait une mise en application progressive. Le troisième volet, Fonds de solidarité, accompagnerait les artistes et professionnels indépendants dont le ratio revenu-charge serait inférieur à un certain seuil, l'aide étant dégressive. Elle serait proportionnelle aux recettes du fonds, sans minimum garanti, afin que le dispositif ne soit jamais déficitaire. Ces revenus seraient imposables. Un pourcentage serait attribué à la caisse de retraite complémentaire afin de revaloriser le point. La mise en œuvre d'un tel dispositif nécessiterait la création d'une instance professionnelle représentative ou son adossement à une structure existante chargée de diffuser, convaincre et négocier auprès des différents acteurs privés et publics de l'économie de l'art en France. L'incitation à participer au fonds de soutien pourrait éventuellement s'effectuer par le biais d'une défiscalisation et d'une fondation, exactement comme le mécénat. En termes de perspective, nous proposons l'organisation d'une rencontre publique qui permettrait de donner la parole à des acteurs concernés et ou spécialistes de ces questions, artistes, structures, associations, économistes, chercheurs, journalistes, etc., invités à contribuer au projet. Les actes de cette rencontre seraient publiés. On visera ensuite la création d'une association ou l'adossement à une structure existante. Alors,
suite à ce manifeste que je viens de vous lire, donc, le groupe Économie solidaire de l'art m'expliquait également très récemment, donc effectivement qu'ils ont rencontré le ministère de la Culture et qui travaillent actuellement à l'élaboration d'un label, et donc ils souhaitent ensuite solliciter des différentes institutions d'art contemporain pour voir si elles soutiendraient ce label et qu'elles accepteraient d'être labellisées ou non Économie solidaire de l'art. Voilà la transmission du message. Oui, donc nous avons quelques minutes, précisément 3 minutes pour quelques questions, si vous le désirez. Ah oui. Le timing est un peu serré. Pierre, peut-être. Pierre, Toujours quelque chose à dire. Nous, je disais tout à l'heure, on a rencontré Économie et solidaire de l'art. Et alors, c'est très intéressant cette démarche. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Mais si on regarde comment ça se passe dans les autres secteurs de la création artistique ou les autres secteurs des industries culturelles, il y a ce qu'on a appelé un temps l'exception culturelle et ce qui s'est appelé ensuite la diversité culturelle, c'est-à-dire des dispositifs qui ont été mis en place. Le premier, c'est pour le cinéma, pour atténuer les effets du marché, ceci pouvant aller à l'encontre de la diversité de la création, c'est-à-dire on peut susciter des monopoles. C'est pour cela que, à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'industrie cinématographique française avait été complètement désorganisée, sinon détruite, il y a eu ce dispositif qui est géré par le Centre national de cinématographie, qui fait que chaque fois que vous allez au cinéma, il y a une part du billet d'entrée dans le cinéma qui va à la production, à la diffusion du cinéma indépendant. Et ensuite, ces dispositifs ont été étendus pour l'audiovisuel, etc. Si on regarde, ces dispositifs existent pour le cinéma, pour le livre, pour la musique enregistrée. Alors pour la musique enregistrée, les variétés, le jazz, ce sont les producteurs qui, dans les années 80, si ma mémoire est bonne, se sont mis ensemble pour dire, ben voilà, on va faire comme pour le cinéma. Et aujourd'hui, il y a le Centre national des variétés et du jazz qui gère le produit d'une taxe spéciale affectée sur ces activités. Alors, ça existe pour le design, par exemple, il y a une taxe affectée pour l'ameublement qui est gérée par le VIA et qui finance des actions d'intérêt général ou de jeunes designers. Ça existe pour la mode avec le défi. Pour les jeunes créateurs de mode. En gros, il y a un seul secteur où ça n'existe pas, c'est les arts plastiques, l'art contemporain. Alors, ce que nous, on a dit aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de l'art, c'est on vous propose, dans la réunion que vous voulez organiser, d'avoir déjà un petit temps d'explication avec les autres secteurs, c'est-à-dire faire venir nos collègues du livre, de la lecture, et de la lecture, de faire venir nos collègues du cinéma, de la musique, pour qu'ils décrivent les dispositifs dans les autres secteurs, qui reposent sur quelle est l'assiette de la perception, comment ça s'est créé, comment s'est construit aussi le consentement à payer et toutes ces choses-là, déjà pour accroître la culture de ces dispositifs qui, en termes techniques, s'appellent des dispositifs extra-budgétaires, puisqu'ils ne se sont pas votés par le Parlement au moment des lois de finances, mais qu'ils proviennent d'une activité. Il faut avoir l'image d'une pompe
aspirantes et refluentes, en fait, qui redistribuent de l'argent à des fins d'intérêt général. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura cette culture commune des dispositifs qui existent dans les autres secteurs, travailler davantage sur l'assiette, c'est-à-dire où est-ce qu'il pourrait y avoir cette perception, sur quel taux, comment, quels sont les acteurs qui seraient amenés à contribuer et comment tout ça se ferait. Il ne faut pas se cacher que ce sont des processus très longs. Pour les musiques dites actuelles, ça a bien pris 20 ans pour aboutir. Mais ce ne sont pas des processus qui, on met 20 ans et puis ça aboutit d'un coup. C'est-à-dire que ce sont des démarches et il y a eu des victoires. Il y a des victoires rapides à prendre très, très bientôt. Donc, nous, en tout cas, c'est une démarche qui nous intéresse et on a l'intention de la suivre et de l'accompagner. Et je me tais, c'est promis. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont pris des rendez-vous là, 12h30, les estomacs qui crient panique. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces questions, peut-être en courant d'après-midi, à l'occasion des 2 tables rondes. Merci, et à tout à l'heure, à 14h précisément, ici même.